Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Océane Magnien. Bonjour Océane. Bonjour Eric, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. C'est le plaisir de vous recevoir Océane. Vous avez seulement 24 ans, vous incarnez cette génération de jeunes femmes entrepreneurs engagées, ayant choisi de rejoindre et de transformer l'aventure familiale. Vous êtes la force vive derrière Evarisk, une entreprise innovante dans l'évaluation des risques professionnels, cofondée par votre père il y a plus de 20 ans. Vous avez su en quelques années insuffler une dynamique nouvelle en alliant stratégie commerciale, communication originale et fidélisation client. Vous portez haut les valeurs d'autonomie, d'impact et d'alignement entre vie professionnelle et conviction personnelle tout en assumant la complexité et la richesse d'une entreprise où la famille et le travail s'entremêlent. À travers votre parcours, vous nous invitez à réfléchir à la notion de responsabilité, à la transmission et à la quête de sens dans l'entreprise familiale. Océane, vous avez choisi de rejoindre l'entreprise familiale après un parcours académique classique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment avez-vous su que c'était une décision vraiment personnelle et non une simple continuité familiale ? Merci pour cette question. Alors c'est vrai que moi j'ai un parcours académique plutôt classique. Je suis sortie du lycée, prépa, puis j'ai enchaîné sur une école de commerce, ce qu'on retrouve dans beaucoup de parcours aujourd'hui. Disons qu'en école de commerce, la possibilité ou l'opportunité de reprendre un business familial, elle n'est pas encore assez présentée pour moi. Et au début, je ne l'avais pas du tout envisagé. C'est en fait au fur et à mesure de mes études que je me suis posé la question de savoir si ça pouvait être faisable ou pas. Alors pendant longtemps, j'ai eu cette peur de me dire est-ce que je suis là parce que je veux pas prendre de risques et je fais le choix de la simplicité, puisque ça a pu être des remarques qu'on m'a faites. Mais en fait, ce qui a tout changé chez moi et dans mon mindset, c'est mon départ au Canada. J'ai fait un échange universitaire là-bas pendant 6 mois où on m'a dit en fait clairement que de toute façon, j'avais rien à perdre. Là-bas, la vie est beaucoup plus organisée autour de communautés, donc il y a beaucoup plus de business familiaux, ou du moins ils sont plus représentés et félicités, on va dire. Et c'est en fait le fait de voir ça, de voir que les communautés pouvaient s'organiser autour de familles, de valeurs, de business qui font vivre les uns et les autres au quotidien. Quand je suis rentrée, je me suis dit moi aussi, je veux faire partie de ça. Je veux continuer à travailler avec mon père, puisqu'aujourd'hui on travaille ensemble, il est encore assez jeune. Et ce qui est marrant dans notre travail, c'est qu'on a tous les deux vraiment notre domaine d'activité. Lui, il est plutôt sur la partie ingé et moi plutôt sur la partie commerce. Donc on a vraiment une complémentarité qui a aussi justifié le choix que je reste ici, puisqu'en fait j'ai la place de m'exprimer, je peux faire partie de la stratégie, je vois les impacts qu'ont mes décisions au quotidien, tant sur l'entreprise que sur les salariés qui y travaillent. Et pour moi, c'est vraiment ça l'important, l'humain, de voir qu'on facilite la vie des autres, tant dans les clients, les partenaires, que nos salariés. Là, vous nous parlez des avantages. Moi, j'ai une question. Est-ce que le fait de travailler en famille avec quelqu'un qui a cofondé une entreprise, est-ce que ça ne met pas une pression supplémentaire ? Pression supplémentaire, je ne saurais pas trop dire. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas énormément ressenti, puisqu'en fait, c'est vraiment une aventure. Et puis, si ça ne marche pas, je pourrais toujours faire autre chose, mais je ne me le souhaite pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, voir où ça nous mène. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, amener des fois des nouvelles idées, des nouvelles valeurs, faire évoluer un petit peu une entreprise qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est un challenge et ce qu'on m'a dit au Canada, c'est de toute façon, c'est un petit peu comme de l'entrepreneuriat en réalité. Il y en a beaucoup qui voient une reprise d'entreprise familiale comme une option de facilité. En réalité, c'est les mêmes risques que l'entrepreneuriat, mais pire, puisque si l'entreprise ne fonctionne pas finalement, ça impactera grandement les liens familiaux et la vie personnelle de la personne. L'avantage de cette configuration, c'est que on est pris en compte sur son intime et son professionnel. Et ça, en France, c'est pas assez développé. Il y a beaucoup d'entreprises familiales en Allemagne qui font qu'il y a plus de TI qu'en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de TI en France. Est-ce que c'est une des explications ? Est-ce que, en fait, la clé, c'est pas de travailler en famille ? Depuis que j'ai rejoint l'entreprise familiale, j'ai sûrement été un petit peu impactée de manière inconsciente à remarquer plus les entreprises familiales. Et en fait, je vois que dans la partie de TPE, il y en a quand même beaucoup. Je prends l'exemple des Monsieur Store, du menuisier du coin, des vendeurs de chaussures, etc. Au sein de Montpellier, donc la ville au sein de laquelle je travaille, il y en a pas mal. Et en fait, c'est pour moi, je pense, plus simple de travailler au sein d'une entreprise familiale parce qu'on peut des fois avoir plus de liberté.
Alors évidemment, tout dépend des bases qui sont posées, hein. Je pense que la chose la plus importante quand on reprend une entreprise familiale, c'est vraiment, j'en parlais la dernière fois, de faire limite un conseil de famille pour délimiter les rôles de chacun, les responsabilités de chacun. Ça va aller plus profondément qu'avec des salariés standards, puisqu'en fait, on va là travailler sur les valeurs de chacun, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment la première étape très importante, définir les limites, les responsabilités et les valeurs de chacun. Et ensuite, on peut commencer à travailler ensemble, insuffler un nouveau rythme à l'entreprise, etc. Et ça fait souvent croître l'entreprise plus vite. Moi, par exemple, depuis que je suis arrivée, on a commencé à aller sur des salons. On était attendu depuis 20 ans sur des salons. On a fait le salon des maires, le salon Préventica. C'est des salons qui sont très importants pour nous dans notre secteur du métier, qu'on n'avait jamais fait avant, puisque l'entreprise avant, c'était des ingés qui faisaient leur job sur le terrain et qui n'avaient pas forcément le temps de s'orienter vers de la communication, du commerce à proprement parler, etc. Moi, je suis arrivée avec ces idées. Elles ont été acceptées par mon père et d'autres. Et en fait, on a eu un super retour. Ça nous a ouvert de nouvelles parts de marché et ça a vraiment révolutionné le business. Si mon père m'avait pas soutenu là-dedans, par exemple, et avait été contre, ça aurait pu poser des problèmes vis-à-vis de lui, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis du reste de ma famille. Donc, c'est un vrai risque, mais je pense que ça peut apporter une puissance décuplée par rapport à une simple reprise par quelqu'un d'autre. Pour qu'on comprenne bien, Evarisk, c'est quoi en quelques mots, l'activité ? Alors, Evarisk, c'est une entreprise qui s'occupe de rédiger le document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DERP. C'est un document qui est obligatoire pour toutes les entreprises, les associations, toutes les activités à partir du premier salarié. Il va répertorier tous les risques auxquels sont confrontés les salariés. Ce document-là, souvent, c'est vu comme une charge administrative par les patrons qui en sont responsables. Donc nous, on vient accompagner les entreprises à le rédiger et on leur met à disposition un logiciel qu'on a développé nous-mêmes depuis 20 ans qui s'appelle DigiRisk. Ce logiciel-là, il a 2 particularités. La première, non négligeable, c'est qu'il est open source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût de licence et qu'il est ouvert à la communauté. Cette première particularité, ça nous a fait depuis 2022 apparaître sur le socle interministériel des logiciels libres. C'est le catalogue de référence de logiciels à utiliser pour toutes les administrations. Aujourd'hui, DigiRisk est utilisé tant par des entreprises privées que publiques. Et en fait, il nous permet, nous, d'accompagner nos clients pour faire le document unique, mais autre chose, suivre les accidents, le plan d'action annuel, en fait, améliorer la qualité de vie au travail des salariés et leur sécurité. Et il permet aussi à beaucoup d'utilisateurs en autonomie de le faire au sein de leurs entreprises, même sans être accompagnés par nous. On a bien compris que vous n'êtes pas là par hasard, vous maîtrisez votre sujet. Alors, ça me permet d'enchaîner sur la question d'après. Comment on pose une légitimité par rapport aux collaborateurs et qu'on évite d'avoir le regard de « Ah, c'est la fille d'eux ». Alors ça, c'est une question qui flotte encore dans ma tête de temps en temps. La légitimité par rapport aux collaborateurs, je pense qu'elle prend du temps à se construire. Elle peut pas être imposée directement. On peut pas demander... moi, par exemple, dans l'entreprise, j'y suis depuis que j'ai 12 ans. Donc, ils me connaissent, ils me voient comme un meuble, en fait. Mais pourtant, je suis plus jeune qu'eux. C'est vrai que si j'arrive et que je dis d'un coup, maintenant, c'est moi la patronne, tout le monde m'écoute, c'est pas forcément... la meilleure manière, en tout cas selon moi, d'agir. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir d'abord, en tout cas moi j'ai procédé comme ça, montrer sa légitimité grâce à des chiffres par exemple, ou quelque chose qui nous tient à cœur. Il y en a, ça va être des valeurs, il y en a qui vont arriver dans l'entreprise en voulant mettre en place toute une politique RSE. C'est une autre façon d'agir. Moi, je suis arrivée par la partie commerce. Donc, montrer par des chiffres que, tiens, je fais rentrer tant de business par an, ça va faire évoluer l'entreprise, etc. Ça permet déjà aux collaborateurs de se rendre compte de l'utilité, entre guillemets, de la personne, de sa légitimité malgré elle. Et après, la légitimité, elle peut être aussi soutenue par les personnes de la famille qui sont déjà là, ou sinon, elle peut être acceptée dans le même état d'esprit que les collaborateurs. Moi, mon père, par exemple, part du principe que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. J'ai eu jusque-là à expliquer à mes collaborateurs que oui, je suis là, maintenant je m'occupe de la stratégie, je m'occupe de la partie commerce, et moi, je l'ai prouvé grâce à des chiffres. Chacun fait un peu comme il veut. Après, ce qui est un petit peu compliqué parfois, je prends l'image d'enfants qui ont toujours été dans le restaurant de leurs parents à aider.
Si demain c'est les patrons du restaurant, peut-être que certains collaborateurs qui sont là depuis 20 ans, qui attendent une promotion, vont mal le prendre. Là, en fait, c'est quand même de l'humain derrière. Donc l'idée, c'est d'en parler, d'avoir toujours un échange ouvert et d'en parler tant avec les collaborateurs qu'avec les personnes de la famille. Océane, quand on a préparé cette émission, vous n'êtes pas sorti de l'œuf, en fait. Quand vous êtes arrivé dans cette entreprise Evarisk, vous avez fait un voyage initiatique au Canada, vous nous l'avez expliqué, mais vous avez fait autre chose. Vous êtes extrêmement impliqué. Vous pouvez nous faire ce parcours en quelques minutes ? Oui, alors on va dire que je tiens pas en place. Moi, j'ai découvert un peu l'engagement tant associatif qu'humain très tôt. J'étais dans une école, l'école Bonne Nouvelle à Montpellier, qui nous a toujours amenés vers de l'engagement, tant dans les musées, donc dans l'art, que dans la culture, que dans le don aux autres, entre guillemets. Ensuite, j'ai fait le lycée La Merci à Montpellier, qui est aussi très dans l'engagement. J'avais co-organisé le bol de riz à l'époque. À Noël, on était allé visiter des refuges de femmes qui fuyaient leur mari. Enfin, on a toujours été dans l'engagement associatif. En prépa, j'ai découvert l'engagement vis-à-vis de mes pairs. J'ai été élue déléguée pour la première fois de ma vie et en fait, ça m'a plu énormément. Et arrivée en école de commerce, je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai eu la présidence pendant 1 an et demi d'une association à Bordeaux qui s'appelle Cheer Up. Moi, j'ai été présidente de l'antenne de Bordeaux, qui est rattachée à une fédération nationale. Cheer Up, aujourd'hui, c'est plus d'une 20aine d'antennes, il me semble, en école de commerce, en école d'ingé. Et c'est une association qui a pour but de faire en sorte que des jeunes aillent rendre visite à des jeunes qui sont hospitalisés parce qu'ils ont un cancer. Donc, c'est une asso qui est assez lourde, entre guillemets, à gérer pour les membres d'un point de vue émotionnel, psychologique. Mais on a des suivis psychologiques, etc. Tout est bien organisé. Mais c'est aussi une asso qui apprend beaucoup et je pense qu'il donne aussi cette envie de vivre, cette envie d'y aller. Quand on voit un jeune alité, qu'on l'aide à mener un projet, on se dit pourquoi est-ce que moi j'attends avant de commencer mon propre projet ? En fait, vas-y, parce que demain, on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. Donc en fait, ça donne vraiment cette envie d'agir et ça a été porté aussi par le côté proaction qui a été très porté dans mon école. Donc moi j'étais à Kedge, c'est une école qui est vraiment engagée dans l'association, l'engagement et puis dans la proactivité dans les projets. Donc mes 1 an et demi de présidence m'ont beaucoup appris et ça m'a donné envie d'aller aider encore plus les jeunes. Aujourd'hui, je suis mentor, je parraine mon ancienne classe de prépa. Donc j'aide les jeunes, alors c'est un autre registre, mais à prendre confiance en eux, à se préparer pour les entretiens de personnalité, tout ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment des phases très très importantes dans la vie d'un étudiant. C'est ce qui va après déterminer tout son parcours scolaire et peut-être les choix qu'il fera. Moi, si j'avais pas eu l'éducation que j'ai eue, je pense qu'aujourd'hui, je serais peut-être dans une grande entreprise, peut-être du CAC 40, et j'en aurais rien à faire de la boîte familiale. Alors que avec l'éducation que j'ai eue, mes valeurs actuelles qui sont dans le partage, dans la loyauté, dans l'engagement, je les illustre en travaillant en famille aujourd'hui. Vous êtes dans cette cohérence-là. Donc on a bien compris que vous avez fait un parcours initiatique avant de rejoindre l'entreprise familiale. Précisément, votre rôle de mentor, et ma dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui hésite à rejoindre un bastion familial dans une vie entrepreneuriale ? Là, de votre expérience, ça serait quoi les mots qui rassurent ? Alors, c'est marrant parce que mon père donne des cours à l'école des mines d'Alès, qu'il a fait lui-même et aujourd'hui, il est prof là-bas dans son temps libre. Quand j'étais en école de commerce, je lui ai expliqué que l'entreprise familiale était encore un peu mal vue, en tout cas de ce que j'en ai ressenti. Et que c'est plutôt l'entrepreneuriat qui est mis en avant. Comme je l'ai dit, moi au Canada, on m'a dit reprendre une boîte familiale, c'est être entrepreneur avec plus de risques, puisque si ça se passe mal, la famille en prend un coup. Un de ses derniers cours, il a rencontré une jeune qui vient le voir et qui lui dit j'ai vu que vous travaillez avec votre fille, comment ça se passe ? Il a donné mon numéro à cette fille-là et on a échangé pendant 2h30 autour de cette idée-là de reprendre sa boîte. Et moi, ce que je lui ai dit et ce que j'ai fait, moi j'ai pris une année de césure pour passer 1 an dans la boîte et voir si ce que je voulais mettre en place pouvait être mis en place. C'est ce que je lui ai conseillé, c'est ce que je conseillerais à n'importe qui peut le faire. Prenez une année de césure, même 6 mois, essayez de mettre des choses en place, voyez, quitte à demander à votre famille de vous laisser carte blanche pour ce temps-là, et ensuite, vous saurez directement
si c'est viable ou pas comme projet, puisque vous aurez les réactions des collaborateurs en direct, les réactions de la famille, votre positionnement à vous. Et en fait, moi, c'est ça qui a tout fait changer. Et évidemment, après mon année de césure, je suis partie au Canada, ça a fini de me convaincre. Donc voilà. Et puis partez peut-être à l'étranger, ça permet d'ouvrir un peu les chakras. J'ai failli rebondir là-dessus, donc partez à l'étranger. Vous voyez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise formule. Ce qui compte, c'est de trouver sa place. Et visiblement, Océane fait son chemin. Merci Océane. Merci Eric, bonne journée.